Bonjour tout le monde et voilà le dernier chapitre du programme de droit en terminale STMG, le chapitre 9, entreprise, concurrence et partenariat. Le deuxième des deux chapitres sur le thème 8, dans quel cadre et comment entreprendre. On verra ici trois parties, trois séances. Alors ce sera un chapitre assez court, je vais faire en sorte de le rendre assez court et assez rapide à expliquer. On va tout d'abord parler de la concurrence, en étant capable de repérer les limites à cette liberté de concurrence par la connaissance de quelques règles de base. On verra la notion de concurrence déloyale et d'action en concurrence déloyale. On verra ensuite deux parties sur les partenariats, d'abord les différentes formes de partenariat et ensuite leurs limites. On va d'abord distinguer les différents contrats de partenariat et identifier les obligations des parties dans un contrat de partenariat. On verra le cas du contrat de franchise et du contrat d'entreprise. Et au niveau des limites, on parlera des ententes et de l'abus de position dominante. Alors commençons par la séance 1 sur la concurrence. Alors la liberté de concurrence, on va la retrouver en 1791 dans le décret d'Allard. Le décret d'Allard, lui, il avait mis en place trois grandes libertés liées aux entreprises. Tout d'abord la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire créer l'entreprise qu'on souhaite. La liberté d'exploitation, gérer l'entreprise comme on le souhaite. Et la liberté de concurrence, commercer librement comme on le souhaite. C'est cette liberté, évidemment, qui ici nous intéresse. Cette liberté, comme toute, elle va avoir des limites. Et les limites, la plupart du temps, comme dans chaque liberté, ça va être elle s'arrête ou commence celle des autres. Donc ici, on va parler de concurrence déloyale. La concurrence déloyale, vous devez connaître 4 types de fautes relatives à la concurrence déloyale. Les voici. Tout d'abord le dénigrement, c'est-à-dire critiquer les compétences d'un concurrent ou ses produits, donc en dire du mal. Imitation, imiter les signes distinctifs d'un concurrent pour rendre le consommateur confus, prendre un nom commercial très proche, très ressemblant, un logo très ressemblant, pour pouvoir profiter potentiellement de la confusion du consommateur. La désorganisation, donc débaucher les salariés du concurrent pour récupérer ses secrets. Donc débaucher, si vous ne le savez pas, c'est j'incite le salarié du concurrent à quitter son emploi pour venir travailler chez moi à la place. Ça, c'est de la désorganisation. Et le parasitisme, c'est profiter des efforts faits par un concurrent sans autorisation. Ça ressemble un petit peu à l'imitation, mais ça va un petit peu plus loin. Si vous avez par exemple un plombier qui a envie de mettre sur son camion une image de Mario et Luigi, vu que c'est des plombiers à la base dans les jeux vidéo, bah, on est sur du parasitisme, parce que ce sont des mascottes qui ne leur appartiennent pas et qu'ils utilisent pour pouvoir attirer les clients. Donc forcément, c'est aussi de la concurrence déloyale. Quand vous voulez mener une action en concurrence déloyale, qu'est-ce que vous devez prouver? Eh ben, en réalité, vous devez prouver la même chose que dans le thème 6 sur la responsabilité civile. La concurrence déloyale fonctionne de la même manière. Vous devez prouver une faute, un fait générateur, donc l'un des quatre éléments que je viens de vous présenter, un dommage, une perte de clients, une perte de chiffre d'affaires, et un lien de causalité entre les deux. On revient encore à ces éléments, fait générateur ou faute, dommage, lien de causalité entre les deux. Voilà pour la concurrence. On va voir maintenant les différentes formes de partenariat. Alors je vous ai dit, on va en voir seulement deux. Le premier, entre un franchiseur et un franchisé, c'est le contrat de franchise. Le principe du contrat de franchise, ça va être le franchisé qui va se renseigner auprès du franchiseur, qui va lui payer un droit d'entrée, et en contrepartie, le franchiseur va lui donner tous ses éléments distinctifs, ses fournisseurs, ses produits, ses recettes, son fonctionnement, pour qu'il puisse créer facilement, pour que le franchisé puisse créer facilement son entreprise. C'est le principe de la plupart des fast-foods, par exemple. Et en contrepartie, le franchisé va devoir rémunérer le franchiseur par des royalties, donc ça va être un pourcentage de son chiffre d'affaires chaque mois, chaque année, etc. De l'autre côté, on va retrouver le contrat de sous-traitance, qu'on appelle aussi contrat d'entreprise, qui se fait entre un donneur d'ordre et un sous-traitant. Le donneur d'ordre, c'est lui qui va dire au sous-traitant, il faut que tu travailles là-dessus, il faut que tu fasses ça. Le donneur d'ordre aura comme obligation de payer le sous-traitant et devra aussi lui permettre de travailler correctement. Il devra lui donner toutes les cartes en main pour pouvoir faire son travail correctement. Le sous-traitant, il doit réaliser les travaux demandés et il doit tenir au courant le donneur d'ordre de l'avancée des travaux, des problèmes qui sont rencontrés, des réussites qui sont faites pendant le chantier. Mais voilà, c'est l'idée. Voilà les deux contrats
qui sont au programme que vous devez maîtriser, le contrat de franchise et le contrat de sous-traitance. Mais évidemment, les actions partenariales ont des limites. On va en voir justement. Alors, les limites aux actions partenariales. Tout d'abord, on a le cas de l'entente. Une entente va être illicite quand plusieurs entreprises vont se concerter avec pour objet ou pour effet, alors on retrouve souvent cette expression en droit, avec pour objet, c'est-à-dire que la concertation, elle est faite pour ça, et pour effet, c'est-à-dire la concertation n'était pas faite pour ça à la base, mais dans les faits, ça va se passer de cette manière. Et donc, elles se concertent avec pour objet ou effet de fausser le libre jeu de la concurrence sur un marché. Par exemple, quand vous avez les différents opérateurs téléphoniques qui se sont entendus pour fixer tous exactement les mêmes prix, en faisant ça, forcément, on perd le principe de la concurrence et les clients se retrouvent forcément avec des prix plus élevés et ne peuvent pas aller voir ailleurs, parce que de toute façon, ailleurs, c'est le même prix. Ça, c'est une entente illicite. Et ils avaient été condamnés pour ça. C'était juste avant l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie. Ensuite, on a l'abus de position dominante. La définition de cet abus, c'est adopter un comportement visant à éliminer, contraindre ou dissuader tout nouveau concurrent d'entrer sur le marché, faussant ainsi la concurrence. Le principe de l'abus de position dominante, il faut réunir 3 critères. Déjà, il faut une position dominante. Il faut qu'elle soit tellement dominante que vous pouvez fausser la concurrence avec. Il faut ensuite exploiter abusivement cette position dominante, donc en réalisant par exemple des refus de vente, des ventes liées, mettre en place des conditions discriminatoires, rompre brutalement les relations commerciales, c'est un délit en matière commerciale de rompre brutalement les relations. Tout ça, ce sont des délits dans tous les cas. Et enfin, avec pour objet ou pour effet, on revient sur cette expression, de restreindre la concurrence. Donc, pour qu'il y ait abus de position dominante, il faut que vous ayez une position dominante, que vous vous en serviez de façon abusive, donc pour réaliser un refus de vente, une vente liée, des conditions discriminatoires, etc. Et que cette exploitation abusive va avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Voilà les 2 limites aux actions partenariales qu'on peut retrouver. Voilà, c'est la fin du chapitre 9 sur entreprise, concurrence et partenariat. C'est la fin du chapitre, du thème, mais aussi du programme de terminale de droit. Donc ça y est, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez avoir tout le programme de terminale de droit. L'économie, je ne sais pas du tout si je la ferai maintenant parce que ça fait quelques années que je ne l'ai plus enseigné. Et le management, on verra. Alors je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et à la prochaine.